Chers téléspectateurs Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous soit dit. Ce soir, avec moi, un monsieur 100 000 volts, un hyperactif, un militant en Israël depuis plus de 20 ans, Fernand Cohen-Tanoudji. Bonsoir Fernand. Bonsoir Gaëlette, bonsoir à tous. Je suis ravie vraiment de t'avoir avec nous ce soir pour cet Entre nous soit dit. Alors, il faudrait la moitié de l'émission pour pouvoir raconter ton parcours et toutes tes activités. Donc, je vais essayer d'être brève. Tu es membre du Forum francophone du Likoud, physicien de formation, magavnik. Tu es team leader au sein de l'association Sauveurs sans frontières qui est très active actuellement en Ukraine. D'ailleurs, tu as fait un voyage que tu étais venu nous raconter ici sur l'antenne de Tandem TV. Tu es directeur de l'association ELI. Alors, c'est une association très importante qui lutte pour la protection et contre les violences faites aux enfants. Et tu es bénévole au sein d'une association qui s'appelle Hashomer Hachadash. Et eux luttent pour la protection des terres agricoles contre les vols et les dégradations, donc en Israël. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation à partager ce moment Entre nous soit dit, pour essayer d'analyser les événements politique, le chaos politique même, je dirais, depuis l'ouverture la semaine dernière de la session d'été de la Knesset. Ton avis nous intéresse, en tout cas moi, il m'intéresse. Je te propose qu'on commence tout de suite avec notre premier sujet. Avec plaisir. Alors c'est parti. Alors, la semaine dernière, ouverture de la session, donc lundi 9 mai, la session d'été de la Knesset. Et là, on assiste dès la première séance à une double motion de censure. Une première présentée par le Likoud, une deuxième présentée par le parti Chasse. Les deux qui n'ont pas abouti, puisque, surprise, la méchoute est faite, la liste arabe unifiée, qui ne fait pas théoriquement partie de la coalition, a voté contre ces motions de censure. On s'y attendait. Mais quand même, comment est-ce que toi, tu analyses ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la méchoute est faite fait partie intégrante de la coalition? Elle a toujours fait partie de la coalition. Ah bon? Bah oui. Il faut se méfier de ce qu'on voit. De façon théorique, on avait 60-60 avec 60 pour la coalition, 60 pour l'opposition. Mais tout le monde sait, et pertinemment sait, que la méchoute est faite, c'est-à-dire la liste arabe unie, sera là en permanence pour sauver Bennett, parce qu'elle a tout intérêt à sauver Bennett, et sa dernière volte-face vers la coalition, Bennett l'a sûrement payé très cher, encore une fois avec notre argent. Alors, toi tu dis que c'était prévu depuis le début, mais finalement quoi alors? C'est pas Lapid qui est derrière tout ça? Moi je voyais plus Lapid qui était derrière, qui avait tracté avec la méchoute est faite. Je crois qu'il faut laisser à Lapid l'endroit dans lequel il est très bien aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères. Il se balade de par le monde et il dépense tous les mois des centaines de milliers de shekels pour se promener. Il est très bien dans son rôle, on va le laisser là-bas. Il est clair que la liste arabe unie et le parti RAM reçoivent tous les mois des sommes qui sont colossales. On a parlé des 53 milliards qui ont été alloués. Ça, c'est RAM. Oui, c'est la RAM, mais aussi la méchoute est faite. Ah, parce qu'ils ont quand même un public commun qui est le public des Arabes israéliens qui sont soit dans le Negev ou soit en Galilée. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il s'agit plus ou moins quasiment du même électorat. Mais alors, finalement, est-ce que si RAM, alors là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais si RAM n'était, oui, la méchoute est faite, si RAM n'était pas aujourd'hui dans la coalition, il faudrait quand même s'occuper, puisque tu parlais de ces villages du Negev ou de Galilée, est-ce que c'est pas de l'argent qui serait parti de toute façon vers ces populations, ou est-ce qu'il y avait rien qui a été fait depuis des années? Alors, il faut être clair. On parle ici de gouvernance. Pendant 12 ans, le Likoud ne s'est pas occupé, ou presque pas occupé, ni des villages arabes de Galilée, ou ni des villages arabes bédouins du Negev. Il s'en est quasiment pas occupé, en disant, après tout, il est préférable qu'on monte une start-up nation, qu'on ait un afflux d'argent qui vient de l'extérieur, qu'on puisse créer des emplois et qu'on ait une économie forte. Et on verra ensuite les problématiques qui seront liées à l'intégration des Arabes. Alors oui, je vais être très très clair,
tout le monde est conscient aujourd'hui au Likoud que d'avoir laissé ce problème de côté, aujourd'hui, on en paye les frais, et on en paye les frais, j'allais dire, 2 fois plus cher à 3 fois plus cher, car Bennett, pour rester au pouvoir, leur a accordé des montants qui sont exorbitants, que jamais le Likoud aurait pu octroyer. Alors, là, on a vu cette première journée de la session de la Knesset avec ces motions de censure qui ont donc été retoquées. Oui. Le lendemain, donc, alors on rappelle quand même, je fais un tout petit rappel en arrière, qu'il y a quelques semaines, Raham avait gelé sa participation à la coalition, donc avait annoncé que malgré la reprise de la session d'été, eh bien, il ne viendrait pas à la Knesset et il ne voterait aucune loi de la coalition et du gouvernement. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi, donc 2 jours après l'ouverture de la Knesset, Mansour Abbas et les membres de Raham se rendent à Moed-Set Ashura. Donc, tu vas nous expliquer très rapidement ce qu'est Moed-Set Ashura, une sorte d'autorité musulmane. De direction musulmane. Mais qui est à l'extérieur des frontières d'Israël. Qui est une partie liée aux frères musulmans, une partie donc très islamiste, et une partie qui est une partie israélienne. D'accord. Alors, quoi qu'il en soit, cette Moed-Set Ashura, ce comité de la Shura, ne bénit pas l'État d'Israël tous les matins et même est contre notre existence ici en Israël. Donc soutient les terroristes et soutient donc l'anéantissement d'Israël en tant qu'État juif. C'est ça. Donc c'est auprès d'eux que vont régulièrement prendre leurs consignes Raham et les députés de cette liste des frères musulmans. Et là, donc, on a une nuit entière de tractations, de réunions comme ça à la Moed-Set Ashura. Et le lendemain matin, Raham vient à la Knesset, fait une sorte de conférence de presse un petit peu comme ça improvisée, où ils annoncent vouloir donner une nouvelle chance à cette coalition, réintégrer la coalition à part entière. On se demande qu'est-ce qu'ils ont eu et reçu en retour. Qu'est-ce qu'ils ont eu en échange de ce nouveau accord, ce nouvel accord en retour. Écoutez, il faut être clair. Faire de la politique en Israël, c'est pas raconter des bobards, c'est d'être ultra pragmatique. Quand un parti se retire d'une coalition ou vote avec la coalition, c'est qu'il obtient forcément quelque chose en échange. Et ce qu'en général, les gens obtiennent en échange, c'est de l'argent. D'accord ? Ou des postes ministériels, des postes de consul. Regardez même, on a même un consul à Singapour qui est un membre de BDS et qui soutient BDS. Vous comprenez le non-sens total dans lequel le gouvernement Bennett est arrivé pour avoir la paix et le Bennett a nommé un consul pro-BDS. C'est du délire. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit. Là, tu as employé pour avoir la paix. Bien sûr. Mais on a l'exemple, par exemple, d'autres pays, en France, en Europe, où effectivement, on essaye d'acheter une certaine paix sociale et on se retrouve avec des populations carrément, des zones de non-droit. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Israël est devenu juste un pays occidental comme un autre, qui a les mêmes problématiques avec ses islamistes comme n'importe quel pays occidental d'Europe, et qui aujourd'hui achète lui aussi la paix sociale à coups de millions de shekels? Alors oui et non. Il faut comprendre une chose, c'est que ce qui se passe en Israël ici avec les Arabes israéliens, on a un problème qui est lié aux armes. D'accord ? En France, il est quand même beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile d'acquérir des armes qu'ici en Israël. Pourquoi ? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi en fait à l'aéroport de Ben Gurion les contrôles étaient plus sévères à la montée dans l'avion qu'à la sortie ? Parce qu'en Israël, il est très facile d'avoir des armes. Les armes sont quasiment en vente libre. Vous allez dans le Negev, vous voulez acheter une Kalachnikov, vous mettez $1,000 ou $1,500 sur la table, vous l'avez. D'accord ? Et la société arabe aujourd'hui, il y a un nombre d'armes illégales qui est colossal, un trafic qui est monstrueux. Et c'est une des choses qui sont différentes par rapport aux sociétés européennes, ou la société française notamment, et il n'y a pas autant d'armes en circulation en Europe. Mais c'est très inquiétant ce que tu dis là, parce que est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, par exemple, j'ai lu ça, j'ai vu même une déclaration
je me souviens plus de qui, mais d'une personne qui disait qu'il était tout à fait possible, et même probable, que les Arabes israéliens étaient peut-être en train de s'organiser en tant que mini-armée. Alors, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui rentrer dans une logique de complot et de masse générale en disant les Arabes sont en train de s'armer, non, j'y crois pas du tout. Une chose est sûre, c'est que ces armes sont la propriété, il y a environ des centaines de milliers d'armes, de revolvers, de pistolets et d'armes automatiques qui sont entre les mains des Arabes israéliens. Encore une fois, on n'a pas été, je parle du Likoud de ces 12 dernières années, on n'a pas été assez ferme sur ces sujets en pensant que de toute façon, ils étaient en train de s'entretuer entre eux et ils n'allaient pas dans les villes israéliennes ou dans les villes juives pour s'entretuer. La réponse est oui. Durant ces 3 dernières années, Amir Ohana, qui était ministre de la Sécurité intérieure, a quand même commencé à faire le ménage. D'abord, en premier point, en créant ces forces de police qui étaient spécifiques pour entrer dans les villages, fouiller des maisons et en sortir les armes. Deuxième point, en créant aussi des points de police dans des villages arabes qui, jusqu'à maintenant, n'en avaient pas. Des villages arabes qui ont plus de 80 000 habitants ou 70 000 habitants ou 40 000 habitants, là où il aurait fallu déjà depuis très nombreuses années d'avoir un point de police d'autorité gouvernementale israélienne au sein de ces villages. Alors, toi, Fernand, tu es membre du Likoud, tu aspires à devenir Haver Knesset du Likoud, donc à être sur une place éligible dans la liste du Likoud. Exact. Donc, et je t'entends depuis quelques minutes répéter que pendant 12 ans, le Likoud a fait l'erreur de négliger tout ça. Qu'est-ce qui ferait... Est-ce qu'aujourd'hui, au Likoud, il y a eu une prise de conscience, et est-ce que s'ils reviennent au pouvoir, tu penses qu'ils vont faire différemment, ou est-ce qu'ils vont reprendre là où ils se sont arrêtés finalement? Je vais être très très clair. Le fait d'être passé dans l'opposition et aujourd'hui d'être pieds et poings liés dans l'opposition, on l'a dit tout à l'heure, 60 plus 7 égale 67 pour Bennett, d'accord? Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le Likoud ne peut strictement rien faire. Rien faire. Dans l'état actuel des choses. Il est membre de quasiment aucune commission. Et deuxième point, même s'il était membre de commission, sa voix ne compte pas. D'accord? C'est de façon tout simplement proportionnelle au nombre des députés. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une prise de conscience du Likoud, c'est-à-dire des députés du Likoud en place? La réponse est évidemment oui. Tout le monde a bien compris que, premier point, on avait un vrai problème de ce qu'on appelle meshilut en hébreu, c'est-à-dire de gouvernance. Le Likoud a été très très bon au niveau de la politique extérieure, bon dans l'économie, mais pas au niveau de la gouvernance de ce qui se passait à l'intérieur de nos frontières. Ça, tout le monde en est conscient aujourd'hui. Deuxième point, le deuxième problème qu'on n'a pas encore soulevé, mais qui pourrait se soulever dans la discussion, c'est le problème de la parnassa, c'est-à-dire le travail, d'accord? On a encore des gens, et c'est pas seulement dû au corona, ou à la sortie du corona, on a énormément de personnes qui ne gagnent pas assez d'argent. Des travailleurs pauvres. On a des travailleurs exactement, des travailleurs pauvres, ou alors le coût de la vie qui augmente dramatiquement tous les jours. Et à mon avis, et au niveau de quasiment tous les députés du Likoud aujourd'hui, tout le monde en a conscience, et sur ces points-là, le Likoud devra se battre, et pas sur des sujets qui sont hors de sa portée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est bon de dire « Ok, on va se retrouver, on va intégrer la Judée-Samarie, on va construire le 3e temple, on va attendre la Géoula du peuple juif. » Bon, écoutez, le Likoud n'est pas là pour construire le 3e temple, d'accord? Autant la vie des rabbins, du Rambam, jusqu'à aujourd'hui, le Rav Ovadia Sofer, Zichronot Tzadik Levracha, Ovadia Yosef, la halakha est très très claire pour tous ces grands rabbins. C'est pas l'homme de construire le 3e temple, mais ça viendra directement de Kadosh Baruch Hu. Et je crois qu'il faut qu'on soit clair. Beaucoup de gens, beaucoup de francophones notamment, cherchent des solutions qui sont un peu mystiques, mais
revenons à des choses simples. Le Likoud est là pour gouverner, on est là pour donner des solutions réelles à la population, des Olim et aussi des Israéliens. Pour les Olim, c'est juste multiplié par 10 ou par 100 à cause des difficultés de la langue, de la culture, etc. Mais avant tout, il faut la parnassa, la vie chère. Ce sont les choses majeures. Le pouvoir d'achat. C'est donc les choses majeures sur lesquelles il faut se battre aujourd'hui. Alors, qui aujourd'hui, pour toi, au sein du Likoud, représente cette tendance ? Parce que, alors, tu l'as dit, on a eu Netanyahou pendant 12 ans, il ne l'a pas fait. Visiblement, c'est un libéral, c'est ça son ADN. Qui aujourd'hui, parce qu'il y a Nir Barkat qui émerge, mais Nir Barkat aussi, c'est un libéral. Qui, d'après toi, aujourd'hui, représente cette tendance sociale au Likoud ? Alors, il n'y a pas vraiment de tendance sociale au Likoud. C'est-à-dire que tout le monde a pris conscience que la société israélienne, elle aussi, doit se développer de l'intérieur. D'accord ? Et pas seulement les 8% qui sont réservés, en fait, à la start-up nation et que 92% ne soient uniquement que des suiveurs de ces 8%. Donc, en fait, la prise de conscience, elle est collective. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus social que d'autres. Moi, je parle en mon nom comme chacun des candidats aux prochaines primaires du Likoud, et le pan social est un pan qu'il va falloir mettre en avant lors de la prochaine Knesset numéro 25. Alors, comme le Likoud n'est pas capable de gouverner tout seul, on le sait, dans ce pays, aucun parti n'est capable de gouverner tout seul. Exact. Mais est-ce que le Likoud ne s'est pas un peu reposé, par exemple, sur des partis comme Chasse ? Il n'a pas compté un petit peu trop sur les religieux pour faire, eux, le social, parce que eux, effectivement, ce sont des partis qui sont plus proches du social. Plus proches, qui œuvrent vraiment dans le social, tout simplement parce que leur population et leurs électeurs sont le Likoud, la classe moyenne on basse. peut parler, tu viens de parler d'une chose qui s'appelle Chasse, avec leurs affinités et leurs associations proches du terrain qui aident les populations. Énormément. Bien sûr, il n'y a aucun doute. Et on peut dire aussi de façon parfaite que Yossi Taïeb, le député de Chasse, est un homme qui travaille quasiment à H24. Peut-être le Shabbat se repose un peu, bien sûr, mais c'est un homme qui fait tout. Et les 3 députés avec lesquels je suis en rapport en permanence de Chasse sont des députés qui ont compris l'importance d'être liés au terrain. Le Likoud commence à le comprendre aujourd'hui, alors qu'il n'avait pas compris. Deuxième point, le Likoud est en train de comprendre que la notion des Olim Hadashim qu'il avait laissé totalement entre les mains de Lieberman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a favorisé son propre électorat. Et donc, il a rentré en fait tous les Russes dans des postes clés des municipalités, des grandes sociétés, des bureaux gouvernementaux, alors que le Likoud ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, il y a une très grosse prise de conscience. Au Likoud, on a pris conscience aussi d'une chose, c'est que le secteur des Olim Hadashim est un vrai secteur, celui des Olim Hadashim francophones est un vrai secteur. C'est-à-dire que Yemina avait rentré Yom Tov Kalfon, je pense qu'on en parlera dans 2 minutes. Voilà, c'était mon prochain sujet. Voilà, Chasse a rentré Yossi Taïeb, et je suis le candidat des francophones au sein du Likoud. Alors justement, tu parlais de Yom Tov Kalfon, donc on continue notre petit déroulé chronologique par rapport à cette première semaine de retour des vacances parlementaires. Donc, on a eu, suite à Mansour Abbas, à la réintégration de Mansour Abbas et de Raham dans la coalition, Yom Tov Kalfon, qui s'est fait qui est le porte-parole, qui a été envoyé, encore une fois, sur tous les plateaux télé, radio, etc., pour faire une comparaison pour le moins dramatique, si elle n'est vraiment complètement absurde. En même temps, c'est le narratif qu'on lui avait imposé d'en haut, de dire que, de la même manière que les Haredim, Yahadut HaTorah ou Chasse prenaient leurs consignes et leurs stratégies politiques auprès de conseils rabbiniques et auprès d'autorités rabbiniques, de la même manière, on ne pouvait pas en vouloir à Raham, qui est un parti islamiste religieux, d'aller chercher ses consignes auprès de ce conseil islamiste religieux. Alors, ça, c'était une catastrophe, surtout que, il s'est fait, en tout cas par son électorat, puisqu'il ne lui reste plus d'électorat, mais francophone et français, bien sûr,
laminé, balayé. balayé. Il faut être clair. Comment il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire aux manettes d'être député, ou en tout cas norvégien. De maison en maison, il a fait ce qu'on appelle des hukbag, des réunions, avec en général des gens qui sont religieux. Il a été dans les synagogues et dans tous les cafés où étaient tous les francophones pendant des années. Il n'y a aucun doute qu'il a travaillé. Et je suis même sûr qu'au début, il a parfaitement cru à ce qu'il racontait, un sionisme religieux. Ah, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et je crois qu'il était complètement dans le trip. Et au moins au début, il n'y a rien à lui reprocher. Lui, au moins, il n'a pas vendu la Géoula, le troisième temple. Là, il s'est fait photographier il y a 2 jours sur le temple en disant au moins, j'ai réussi à faire une chose et monter une fois sur le temple en qualité de Norvégien. Bravo, mais c'était juste, voilà, c'était juste pour lui dire écoute, mon grand, il ne te reste plus que 2-3 jours à vivre et maintenant, tu prends la porte. Donc, l'idée, où est-elle ? Je crois que les francophones aujourd'hui ne sont plus dupes. Tous ces discours où on leur raconte des salades, c'est terminé. C'est juste terminé. Les francophones qui sont aujourd'hui en Israël se rendent pertinemment compte que la terre des merveilles et d'Alice au pays des merveilles, et on va détruire les mosquées, et on va construire le temple, et on va virer 2 millions d'Arabes qui se situent aujourd'hui en Israël, et les 3 millions qui sont en Judée-Samarie, ou les 2 millions qui sont en Judée-Samarie, on va les virer en Jordanie, ça ne marche pas. D'accord ? Je crois qu'il faut comprendre que ce type de discours, c'est un discours digne d'évangélistes, de télévangélistes américains, et que l'époque de Calfon, ou l'époque de certains qui veulent vendre ça à des francophones aujourd'hui, mais cette chose-là n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la coalition qui décide quelle va être la ligne d'un parti, même si c'est le plus grand. J'entends très bien ce que tu dis. Donc, toi, tu es en train de me dire, arrêtez de rêver, les Français. Absolument. Les Arabes, ils sont là pour rester. Absolument. C'est 25% de la population. Et il faut qu'on vive avec. Absolument. Sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'on leur laisse le pays, donc il y a des règles claires à appliquer et à leur faire appliquer. Et pas question non plus qu'on renonce au caractère juif de l'État d'Israël. Je ne veux pas dire ce que je n'ai absolument pas dit, d'accord ? Mais ils sont là, c'est un fait. Et si jamais on doit, pour certains, les faire transférer soit en Jordanie, soit à Gaza, soit ailleurs, il faudra avoir de vraies raisons pour ce faire, parce qu'il y a des lois internationales et il y a des lois qui devront passer à la Knesset, notamment, par exemple, pour cette histoire du drapeau israélien, du drapeau palestinien qu'ils ont scandé. Ils se sont baladés dans tout Israël, Char, Yafo, Jérusalem, Yafo, Akko, Haïfa, les universités. Ça, c'était Yom HaNakba cette semaine. C'était le 15, d'ailleurs, Yom HaNakba, il y a 2 jours, ou il y a 3 jours. Donc l'idée, où est-elle ? C'est que il va falloir prendre des mesures contre ça, et des mesures qui soient sévères. Ce n'est pas le fait d'emmener en prison. On va encore faire des martyrs, on va encore payer pour que des gens mangent ou fassent des diplômes, ou préparent des diplômes sur notre compte. Non, il faut tout simplement, pour en revenir sur ce point qui, à mon avis, est un point majeur ces derniers jours, il faut simplement dire, écoutez, vous prenez un drapeau palestinien, pas de problème, on vous retire les droits civiques. Simplement. Mon idée est très claire. On vous retire les droits civiques. Vous ne comprenez pas, vous faites de la récidive sur le drapeau. Ça veut dire que le fait de vous avoir retiré les droits civiques ne suffit pas. On vous retire la nationalité. Et sans une démarche comme ça, claire, on va arriver à une centaine, 200. Tous les autres comprendront très très vite qu'ils sont aujourd'hui dans le pays des Juifs. Point final. Alors, c'est très intéressant parce que d'un côté, tu nous dis, on doit vivre avec eux, mais on doit être ferme, nous s'imposer en tant que pays, État-nation des Juifs, du peuple juif. Mais d'un autre côté, tu me dis, c'est simple, on fait des mathématiques et on voit très bien que s'il y a des élections demain, le Likoud, il se retrouve dans la même situation quasi que les 4 précédentes. Non, j'ai absolument pas dit ça. Aujourd'hui, il est clair que Yamina est laminée. D'accord ? Lamina est complètement laminée. Guidon Sarr le sera très certainement. Donc déjà, sur la table, on a déjà 7 et encore quasiment 7 mandats. Ça fait 14 mandats.
le Likoud doit absolument récupérer ses mandats. C'est exactement. Et il est aussi possible que Ben Gvir, qui est un peu quelque part le chouchou des francophones, parce qu'il a un peu une grande gueule, parce qu'il dit aussi des choses qui sont claires. Et parce qu'il est sur le terrain. Et parce qu'il est sur le terrain, présent sur le terrain, et qui se bat sur le terrain. Pour ça, je le rencontre très souvent sur des chaînes de télévision israéliennes, et il n'y a aucun doute, c'est un homme qui se bat et profondément. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout sûr qu'il ait 4 mandats. Il a été élu grâce aux voix du Likoud la dernière fois. Donc, à mon avis, le Likoud... En s'alliant avec Smotrich, on le rappelle. Absolument. Mais il n'est pas du tout évident que Benjamin Netanyahou ou son successeur, si il y a un successeur aux prochaines élections, décide de faire encore une fois un transfert de voix du Likoud vers Ben Gvir. Et donc, là où j'allais, je faisais un peu de politique fiction, oui. Puisque là, on voit très bien que même Mansour Abbas, la semaine dernière, a menacé de rendre publics les accords que lui avaient proposés Netanyahou et le Likoud. Oui. On se dit, est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta logique de dire les Arabes, ils sont là, il faut qu'on vive avec eux, il faut qu'ils aient des droits, il faut qu'on les intègre, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à intégrer à une coalition de droite un parti arabe ? Alors, je vais être très très clair. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai dit, je suis arrivé à l'âge de 33 ans. J'étais donc marié, père de 2 enfants. Je voulais porter l'uniforme de Tsahal, d'accord ? Et j'étais exempté. Et j'ai fait des pieds et des mains, et voire plus que ça, pour être combattant de Tsahal et combattant Magav. À Magav, je me suis rendu compte que dans la Jeep, j'avais un druze, j'avais un musulman, il y avait un juif et il y avait un chrétien ou un tcherkessi. OK ? Et ça veut dire quoi ? Que c'est ça, la société israélienne. Il faut vivre avec. Et il y a des musulmans qui sont fiers d'être aujourd'hui, d'appartenir à l'État d'Israël. Et c'est cela qu'on doit garder, qu'on doit favoriser. Alors très bien, des représentations à la Knesset, parfait. Mais est-ce qu'il faut qu'ils soient aux manettes ? Ça veut dire quoi, être aux manettes ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la coalition actuelle dépend de Ra'am, du bon vouloir de Ra'am. De Ra'am et de la Meshutefet, des deux ensemble, puisqu'ensemble, ils ont la majorité absolue à 67 sièges. OK. Alors voilà, ils dépendent d'eux. Est-ce que ça, c'est une situation acceptable pour une coalition de droite, par exemple ? C'est inacceptable dans l'état actuel des choses. C'est une évidence. L'État d'Israël ne doit pas dépendre d'un parti islamiste, c'est sûr. Est-ce que demain matin, le parti du Likoud doit intégrer un musulman arabe israélien, mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Il y en a. Et il y a aussi des druzes. Et il est évident que oui. Bien sûr. Il est évident que oui, sans aucun doute. Bien sûr. Je parle vraiment de partis islamistes qui sont là, qui sont, on va dire, anti-sionistes, mais qui se retrouvent aussi à profiter du système pour pouvoir faire avancer leur agenda. Alors, il est clair, la deuxième chose, c'est que les lois existent déjà concernant le retrait de ces partis-là de la Knesset. Ces lois-là existent, simplement elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées, et je crois qu'Israël a un vrai problème existentiel, quelque part, qui se rapproche en fait de ce qui se passe aujourd'hui. On est tout le temps en train de se justifier. On est tout le temps en train de se dire, regardez, chez nous aussi, on a des députés arabes. Ils nous crachent à la figure toute la journée. Ils font des lois qui sont quasiment anti-israéliennes, anti-sionistes, mais c'est pas grave, on les a. Vous voyez, on est gentil et on s'excuse et on est gentil. Et bien aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas être gentil. Il faut simplement que ces lois qui empêchent un juif de brûler un drapeau israélien, qu'on les fasse appliquer aussi à un député de Ra'am ou à un député de la Meshutefet, de la liste arabe unie, qui va donner une claque à un policier, comme on a vu il y a 2 jours. Comme on a vu il y a 2 jours, Ofer Kassif, qui frappait donc un policier, Ofer Kassif, membre de la liste arabe unifiée, de la Meshutefet. Absolument. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et qui n'a d'ailleurs absolument pas été inquiété au moment où on tourne cette émission. Voilà. Est-ce que... Alors, pareil, je pars un peu dans de la politique fiction, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, une coalition de 60-61, c'est intenable. Pour pouvoir gouverner ce pays, il faut une coalition bien plus large. Si on fait on repart à de nouvelles élections, le parti de Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha et Yamina
sont effacés. Absolument. Parce que leurs électeurs reviennent au bercail, entre guillemets, et revotent. Donc on se retrouve avec une coalition de droite, disons, de 65, 66, 67 députés. C'est ça. Est-ce qu'il est possible que dans ces conditions-là, dans le cadre d'une coalition élargie, on se retrouve aussi avec le Likoud qui prend comme soutien extérieur un des partis arabes? Alors, il y a un autre point qui n'est pas évoqué ici et que je voudrais souligner, c'est le nombre d'électeurs du Likoud qui n'ont pas été votés. D'accord ? 200 000. On évalue ça à 200 000. Entre 200 et 400 000. Personne ne sait si c'est plus proche de 400 ou 200. Peut-être que c'est peut-être le milieu vers 300 ou que ça. Est-ce que ce sont des déçus de Netanyahou, ceux-là ? Ce sont forcément des déçus du système ou des gens qui simplement avaient la flemme parce qu'on était au mois de mars, parce qu'il y avait Pessah, parce que c'était pas le bon timing. Et allez savoir, c'est peut-être ça et ça, ou peut-être parce que le Likoud n'avait pas organisé assez de taxis pour aller les chercher de la maison. Mais ça peut être aussi simple que ça. D'accord, un échec ou une réussite, ça peut être des fois aussi simple que ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est peut-être un mélange de tout ça ou une somme de toutes ces raisons. Une chose est sûre, c'est que si jamais il y a 300 000 personnes ou 400 000 personnes supplémentaires qui viennent voter au Likoud, vers le Likoud, pour le Likoud aura plus de 40 sièges, et dès l'instant où il y a plus de 40 sièges, il sera beaucoup plus facile au Likoud de monter une coalition qui soit solide. Bien sûr. Alors, on continue dans notre chronologie de la semaine. Ça a été une fin de semaine très, très compliquée parce que dans le contexte des attentats de ces dernières semaines, pendant tout le ramadan avec les émeutes, etc., le mont du Temple, les 19, malheureusement, Israéliens qui ont été tués, on a nos forces, notre armée, nos forces qui ont multiplié les opérations à Jenin notamment, puisque la majorité des terroristes venaient de Jenin. Et on a eu malheureusement un drame. Une journaliste d'Al Jazeera, Shirin, je ne me souviens plus son nom de famille, la journaliste d'Al Jazeera depuis 20 ans qui couvrait vraiment le conflit israélo-palestinien, qui est prise dans un échange de tirs entre Israéliens et entre les forces de l'ordre israéliennes et les terroristes palestiniens, et qui se prend une balle en pleine tête et qui meurt. Et là, on a assisté donc à un tollé international pour condamner Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Alors, pourquoi je t'en parle ? Je t'en parle parce que ça a donné lieu donc vendredi à un enterrement qui a eu dans lequel les images ont été terribles de policiers israéliens qui frappent ceux qui portent le cercueil de cette journaliste. Un cortège qui est vraiment tout le contraire de ce qu'on pourrait voir à un enterrement. Et on a eu droit donc pendant pareil à tout le monde entier qui a vu ces images et qui a été outré. Est-ce que toi tu penses qu'on aurait pu faire autrement ? Est-ce que tu penses que les forces de l'ordre n'avaient pas le choix, ou est-ce que tu penses qu'on n'aurait absolument pas dû être présent ? Alors, je vais répondre à 3 niveaux de façon très très claire. La première chose, les images ne sont jamais pro-israéliennes. D'accord ? On a toujours un militaire avec une arme, on a toujours devant une femme et un gosse, on a toujours devant ici un journaliste ou une journaliste, et ces images ne sont pas bonnes pour nous. Donc il faut apprendre à vivre avec. Ça, c'est le premier point. Maintenant, la police fait son travail, les forces de sécurité font leur travail, les Magavnikim qui étaient présents sur place ont fait leur travail, et maintenant il faut arrêter de s'excuser. Il faut arrêter de s'excuser. La France, quand il se passe un problème en France, la France, elle s'excuse devant personne. Les États-Unis, quand il se passe un problème aux États-Unis, elle s'excuse devant personne. Pourquoi Israël serait obligé de s'excuser sans arrêt ? Ça suffit, d'accord ? On existe, on n'a pas à s'excuser. Il y avait des émeutiers pendant cet enterrement. Est-ce que les flics auraient dû être là ou pas ? C'est inutile. Ils étaient là, ils ont fait régner l'ordre. Les gens qui les ont caillassés et qui ont envoyé des pierres sur les forces de l'ordre devaient être arrêtés. C'est ce qui a été fait.
avec image ou sans image, on n'a pas à s'excuser. La police a fait son devoir et nous soutenons les forces de l'ordre. Alors toi, tu soutiens les forces de l'ordre, mais le ministre de la Sécurité intérieure actuel, Omer Barlev, ne les a pas soutenus. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. La méchoute est faite. À cause de la méchoute est faite. On en revient. C'est toujours le même problème. Et je crois qu'on a tous compris que Bennett a descendu son pantalon, d'accord, il a descendu complètement son pantalon, et ainsi que tous ses ministres et tous ses députés, qu'ils soient norvégiens ou pas norvégiens d'ailleurs. Et je crois que, peut-être il a l'impression d'être chez un proctologue, d'accord, mais je crois que c'est pas le cas. Je crois que la méchoute est faite et Ram adore le voir comme ça. Alors, est-ce que Israël a des chances un jour de pouvoir remporter une bataille de l'image, ou est-ce que c'est de toute façon c'est mort et il faut, comme tu le dis, ignorer tout ça et continuer comme si on n'était pas critiqué? Et il est évident, tant en Ukraine ou en Israël ou partout dans le monde, la zone militaire des médias est une zone militaire de la même façon. On voit bien comment ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, les médias ont un poids militaire inconditionnel, voire même prépondérant. Simplement, il faut avoir une position qui soit ferme. Et aujourd'hui, avec Bennett et avec son gouvernement, on a affaire à des gens qui sont à quatre pattes. Et ça, malheureusement, ça fait tendre le pays vers d'autres émeutes. Et ça permet aussi aux Arabes israéliens ou aux Palestiniens du coin de penser que le gouvernement est faible, à juste titre. Alors, vendredi, 1 ou 2 heures avant Shabbat, on a assisté encore à une sorte de tsunami comme ça dans la politique israélienne, où on a vu le ministre des cultes issu du parti de Naftali Bennett de Yamina, donc Matan Kahana, qui a annoncé sa démission pour pouvoir reprendre son poste de député et ainsi mettre à la porte Yom Tov Khalfon en tant que député norvégien avec la loi norvégienne. Donc, si le ministre démissionne de son poste, reprend son poste de député, donc le député norvégien, donc Yom Tov Khalfon, est remercié, gentiment remercié, après avoir vraiment n'avoir pas ménagé ses efforts pour soutenir cette coalition et tout ce en quoi il croyait. Il a renié tout ce en quoi il croyait pour soutenir cette Bennett et Shaked dans leur combat pour la survie de cette coalition. Et il s'est fait remercier comme un malpropre. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, à 1 heure de Shabbat. Alors ils ont un peu fait passer... Ils lui ont un peu passé la pommade en faisant des jolis tweets, qu'il était extraordinaire, qu'il avait fait plein de choses bien, etc. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est dehors, alors que ses électeurs francophones, depuis des mois, l'exhortaient à sortir la tête haute. Il n'a pas écouté et il est sorti la queue entre les jambes. Est-ce que tu penses que Bennett est pris de paranoïa aiguë et qu'il ne fait plus confiance à personne, ou est-ce que tu penses que l'éviction de Yom Tov Khalfon a quelque chose à voir avec sa présence sur le Har HaBayit il y a quelques jours? Je crois pas. Je crois que Khalfon a été au maximum de ses possibilités. Je pense que tout le monde s'est rendu compte au sein de Yamina que Khalfon ne représentait plus aucun francophone, que tous les francophones l'avaient lâché parce que lui-même avait lâché ses valeurs et qu'en fait, il ne représentait plus rien. Oui, mais il faisait le job. Il faisait le job. Non, il avait... Il y a un double problème. Quand quelqu'un ne représente plus personne au sein d'une coalition ou au sein d'un parti, pas simplement le fout dehors. Et je crois que tout le monde a compris que Khalfon ne représentait plus personne et n'avait plus d'électorat. Donc il valait plus rien. Donc il a eu ce qu'il méritait. Alors est-ce que c'est qui alors le prochain sur la liste? C'est Bennett, parce que Bennett il représente quasiment plus personne. Et effectivement, il va... Voilà. Malheureusement, j'ai une idée un peu différente. Je crois que ce gouvernement ne pourra tomber malheureusement qu'un seul cas de figure.
c'est si jamais on était attaqué par Gaza ou de façon conséquente. S'il fallait faire une opération militaire. Voilà, s'il fallait faire une grosse opération militaire d'envergure, avec des morts, surtout du côté palestinien. Et donc, dans ce cas-là, sa coalition exploserait, puisqu'en fait, Éram et la Mechoutefet sortiraient immédiatement de la coalition. Et je pense qu'il n'y a que dans ce cas de figure-là que qu'on pourrait avoir et penser à un nouveau changement de gouvernement, car pour l'instant, c'est 60 plus 7 égale 67. Ça tient. Pour l'instant, ça tient, et c'est peut-être parti pour tenir longtemps. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça tiendra jusqu'au moment où ces deux partis-là lâcheront Bennett quand il pourra plus rien leur donner. Et ou alors lorsqu'il fera agir Tsahal contre leur peuple. Est-ce que toi, tu ne penses pas que, par exemple, quelqu'un comme Ayelet Shaked va à un moment donné atteindre très loin sa ligne à elle, sa limite, sa ligne rouge? Est-ce qu'elle est en train de négocier? Est-ce qu'il est possible qu'elle soit en train de négocier une place au Likoud? Est-ce qu'il est possible qu'elle revienne au Likoud? Alors, il faut être très clair. Aujourd'hui, au sein du Likoud, tous les députés de la coalition existante sont tous en pourparlers avec le Likoud. Tous sans exception. Ayelet Shaked inclus. Tous sans exception. C'est une évidence. Les chefs aussi, non. Pas Bennett, pas Sahar. C'est possible. Tout le monde parle avec tout le monde, d'accord ? Tout le monde parle avec tout le monde de façon très claire, il n'y a aucune animosité. Gideon Sa'ar, je l'ai rencontré il y a encore quelques jours. Tout le monde se parle. Dans les coulisses, C'est même pas dans les coulisses, tout le monde se parle normalement. Est-ce que de là à dire qu'une partie de l'équipe de Gideon Sa'ar reviendra au Likoud, c'est possible. Est-ce que le Likoud les acceptera? Est-ce qu'il faut leur garder des places réservées? C'est une autre histoire. Je ne suis pas très sûr que ça se fera. Mais de la même manière que Silman, c'est aujourd'hui de notoriété publique. Elle a eu une place au Likoud, même une promesse de poste. Est-ce qu'Ayelet Shaked aussi, elle pourrait revenir? Ou est-ce qu'elle a été trop loin au niveau de la politique israélienne, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Je crois que rien n'est de la politique fiction. Voilà. Bon. Est-ce que c'est pas un petit peu prendre les électeurs pour des lapins de 3 semaines? Non, parce qu'en fait, le système électoral israélien est basé sur une proportionnelle, avec des listes. D'accord ? Donc en fait, c'est pas un parti, à moins qu'il ait plus de 61 députés, mais un seul parti ne peut pas les avoir. Donc il faut forcément qu'il y ait une coalition de 2 ou 3 partis. Donc en fait... Les tractations, donc il y a des tractations sont sans fin et sont permanentes. C'est-à-dire sont permanentes. Même pendant le mandat, certains partis peuvent demander plus d'argent pour telle ou telle association, etc. Donc, alors est-ce que ce système n'est pas arrivé un petit peu au bout du scotch? Pendant assez longtemps, les francophones pensaient que c'était le système français qui était le meilleur système du monde, et ils se rendent compte... De la Ve République. De la Ve République, pas de la 4e, puisqu'on se rapproche en Israël de la 4e et pas de la 5e. Oui. Donc les francophones qui sont arrivés, notamment ces 10-15 dernières années, pensaient que le système français était le meilleur système du monde. Et qu'est-ce qu'on a vu aux dernières élections françaises? On a vu un homme qui s'appelle Macron, et devant lui, on n'a vu que des partis extrémistes. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que même les 2 plus grands partis de l'époque, le Parti socialiste et les Républicains, ont quasiment disparu. Ouais. Donc, revenons sur Terre. Aujourd'hui, le système israélien, c'est un des meilleurs du monde, et c'est celui qui marche. Alors forcément, il y a des coalitions, forcément, il y a des arrangements, forcément, il y a des tractations en permanence, et il y a des négociations en permanence. L'idée force étant de ne pas faire des négociations avec des personnes qui veulent détruire le caractère juif et imposer d'autres lois que celles de l'État d'Israël tel qu'il est défini dans sa Constitution. Merci Fernand. Dernière petite question, vraiment on a terminé. Merci beaucoup pour toutes ces analyses très éclairantes et très intéressantes. Est-ce qu'il y a une date de prévue, ou en tout cas, est-ce que des primaires vont être
vont avoir lieu au Likoud? Alors, la règle au Likoud concernant les primaires est très simple. Il faut d'abord que la Knesset tombe, qu'il y ait une date d'élection nationale, et ensuite, en général, quelques mois avant, 3 mois avant, sont déclarées des primaires. Donc, il y en aura, quoi qu'il arrive, avant la prochaine élection. J'espère le plus rapidement possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce moment entre nous, soit dit. Merci. À très bientôt. Voilà, tu viendras nous raconter un petit peu l'évolution de tout ça. Quand tu veux, tu es ici chez toi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet Entre nous, soit dit avec Fernand Cohen-Tanoudji. À très bientôt avec un nouvel invité et de nouveaux rebondissements certainement dans la politique israélienne. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.